Mise en fonction le 12 juin 1995, la maison d'accueil spécialisée Gérard Chambert de Moissac, en Tarn-et-Garonne, gérée par la Fondation Optéo, fête ses 27 ans en 2022. L'occasion de revenir sur les origines de ce projet et sur son évolution jusqu'à nos jours. C'est en 1963 qu'un groupe de parents, dont Gérard Chambert, crée l'association de parents et amis d'enfants inadaptés de la région de Moissac. Cette association prendra rapidement une autre dimension et deviendra l'année suivante l'ADAPI du Tarn-et-Garonne. Alors ces parents donc, se sont réunis pour trouver des solutions pour leurs enfants et ont ainsi créé en 1969 l'IME Pierre Sarrault qui a été le premier établissement et qui accueille donc des enfants en situation de handicap. Et l'évolution s'est faite ensuite en fonction des besoins de leurs enfants. Donc il y a eu le travail avec la création des AT, il y a eu l'hébergement avec la création de foyers d'hébergement. Dans le but de répondre aux différents besoins, l'idée de créer un établissement pour personnes en situation de polyhandicap est envisagée dès 1990. Parce qu'il n'y avait pas de masse d'établissements en Tarn-et-Garonne. Et donc, pour les personnes polyhandicapées, pour ce genre de population, il n'y avait pas d'établissement pour les recevoir. Moissac, parce que c'est la ville où l'association était fondée, ça nous a permis aussi un peu de délocaliser tous les établissements que nous avions, surtout sur Montauban. Ça nous a permis de construire à Moissac, d'autant plus que la municipalité nous a offert, pour le franc symbolique, le terrain pour la construction. Ça faisait près d'1 hectare. L'agrément initial est de 30 places, avec 25 places en internat permanent et 5 places en internat semaine, avec sortie le week-end. Une semaine avant l'ouverture, les premiers professionnels sont à pied d'œuvre avec leur directeur d'alors, Robert Dalquier. C'était exaltant parce que c'était vraiment une situation vierge, quoi, en fait. Parce que l'établissement complètement qui venait à peine d'être conçu, qui n'avait jamais fonctionné, donc, et on arrivait, on a occupé un quart de l'établissement avec un quart du personnel. On était 5. Tout était sous plastique, en fait. Il y avait les chaises, les matelas, les oreillers, les couvertures, tout était neuf, en fait. Et on a tout débâché, ça sentait le neuf. Il a fallu s'organiser autour de ça, justement pour établir les bonnes bases, quoi. Parce qu'on savait que les résidents allaient venir une semaine après. Et là, il fallait qu'on soit prêt, quoi. Ça reste encore très émouvant pour moi parce que je les ai vus arriver et c'était exceptionnel parce qu'ils venaient un peu de partout. Il y avait l'hôpital psychiatrique, il y avait l'hôpital de rééducation, il y en avait qui venaient de leur famille. Et bien, c'était très stimulant, il y avait tout à mettre en place, tout. De l'achat du matériel, à l'organisation de l'emploi du temps. C'était très dynamique, il y avait beaucoup de réflexions sur qu'est-ce que c'est qu'une masse. C'est un lieu de vie, donc le résident est chez lui. Comment on va décliner ça au niveau de la pratique, comment on va gérer le collectif et le privé. L'inauguration de la masse a lieu le 19 octobre 1996. Elle prend le nom de masse Galles de Merle, en référence au passage des merles dans ce secteur. Les premières années de fonctionnement sont à l'image du secteur, bien loin des protocoles, avec une forme d'insouciance collective associée à une envie de bien faire. La vie de l'établissement est rythmée par les fêtes, les événements propres à la structure, les séjours de vacances. Ouais. C'était quelque chose de très patriarcal, je dirais. Puis c'est devenu quelque chose de beaucoup plus entreprise, entre guillemets. C'est devenu plus technique, plus réglementé, plus protocolaire. En 2006, afin de répondre à de nouveaux besoins, le site de la masse est choisi pour créer une section autisme, une problématique émergente et encore mal connue à l'époque. Donc, ayant une masse à Moissac et des terrains contigus que la mairie nous avait réservés, le conseil d'administration a opté pour un développement à proximité de la masse, pouvant bénéficier comme ça des services déjà
en cours à la masse. C'était un projet qui était innovant dans le sens où aucune autre structure de ce type n'existait sur le Tarn-et-Garonne. Donc il y avait quand même un challenge. L'agrément pour la section autisme est de 21 places, 15 en internat, 5 en accueil de jour et une place d'accueil temporaire. 3 pavillons de 5 places sont ainsi créés sur le site de la Masse. Il y avait peu de personnel formé, donc il y a eu des volontaires, parmi déjà les personnels de l'ADAPI, que nous avons envoyés en formation ou formés pendant plusieurs années. Dire qu'il n'y avait pas de difficulté, si, mais elle n'était pas insurmontable. C'était un sujet nouveau d'accompagnement. Ça a été un choix de ma part parce que en fait, tout le versant éducatif, je ne le retrouvais pas trop côté polyhandicap. Il y a une grosse part de nursing et de soins en fait, et je ne m'y retrouvais pas professionnellement. J'avais besoin de cette part éducative que j'ai trouvée ici en venant en 2007 à la section autisme. Tu veux boire, Flo? Tu fais ta demande. Fais ta demande. Très bien. Tu montres? Je veux de l'eau. Tu te sers. Tout au début, à l'ouverture de la section autisme, j'ai fait une semaine de formation pour découvrir ce qu'était l'autisme, une formation de base. Et au fil du temps, après, j'ai eu plusieurs formations concernant la communication adaptée, visualisée. Tous les liens avec les partenaires nous ont permis de construire progressivement ce service pour lequel on est parti de rien et on a tout co-construit, aussi bien avec les parents qu'avec les salariés, qu'avec les partenaires. Voilà. Donc, c'était une très belle aventure humaine. La cérémonie inaugurale de la section autisme se déroule le 7 décembre 2007 en présence de parents, d'amis et d'un grand nombre de représentants de l'État. Et c'est à cette date que la Masse prend le nom de Masse Gérard Chambert. Mon fils était à l'IME de Falguière et en 2007, quand la Masse a ouvert, au mois d'août 2007, j'ai eu la chance d'avoir une place pour Paul parce qu'il avait 20 ans. Et il devait quitter l'IME pour passer dans une structure pour adultes. C'était un peu inespéré, surtout que j'étais veuf depuis un an, donc j'étais seul avec Paul. À l'IME de Falguière, c'était une structure où il était externe, donc il rentrait tous les soirs. Et moi j'avais un métier qui m'obligeait de partir toute la semaine. Hein. Donc pendant un an, j'ai été obligé de jongler pour récupérer Paul le soir, ou que ce soit des amis qui le récupèrent. Alors Sylvain, voyons, il avait 28 ans. Ce qui veut dire que nous, ça faisait quand même de nombreuses années que nous l'avions 24 heures sur 24 à la maison. Et c'est vrai que bon, déjà, c'était une journée au départ par semaine, mais déjà c'était un espoir. Et ensuite, c'est vrai que maintenant, avec sa prise en charge en internat la semaine, on se rend compte que c'est... Voilà. On peut respirer un peu quand même. Donc, ils ont chacun leur salon, ils ont chacun leur chambre individuelle avec une salle de bain. Hein. Voilà, donc c'était très bien. Ouais. Ce service-là donc, s'est construit de façon assez indépendante, oui, pendant plusieurs années, dans le sens où c'était la directive initiale. Hein, c'était construire ce service, le faire fonctionner, le faire vivre, et voir après, a posteriori, comment est-ce qu'on aurait pu créer des passerelles avec les résidents en situation de polyhandicap. Petit à petit, il y a eu des mutualisations d'activités, de sorties notamment. Notamment, il y a quelques années, on a créé des sorties dans le cadre du sport adapté, où on allait dans d'autres établissements qui organisaient des événements d'activités physiques adaptées. Et on était du personnel de la section autisme d'ici avec des résidents de part et d'autre, justement et on créait des sorties mutuelles comme ça.
Alors, dans les années 2010, l'association qui avait pris un certain périmètre, c'était 200 salariés, sous l'impulsion du président, M. Giraudot, l'association s'est questionnée sur sa dimension et les mesures à mettre en place en fait, pour pérenniser et avoir une gestion plus, on va dire, rigoureuse. Elle s'est donc tournée vers la DAPI de l'Aveyron. Et un travail de collaboration s'est mis en place qui a abouti à la fusion des deux entités en 2014. Et on va aller chercher Josette. À tout à l'heure, on va chercher Josette. Le projet d'établissement de la masse Gérard Chambert se base sur un meilleur accompagnement et une sécurité la plus importante possible pour les personnes et se décline en 4 axes. Le premier axe correspond au travail d'amélioration au niveau des parcours des personnes, surtout entre le secteur enfant et le secteur adulte. Au niveau du deuxième axe, c'est l'idée de développer des travaux de réhabilitation au sein de l'établissement. Cela pour améliorer la qualité de vie des personnes, mais aussi l'accompagnement des professionnels auprès de celles-ci. Au total, on est sur une augmentation de 1/3 de la superficie à vivre. Concernant le troisième axe, c'est sortir de la dichotomie entre les divers publics pour être dans une prise en compte globale des personnes au sein de l'établissement. Et enfin, le quatrième axe, de prendre en compte les besoins des personnes dans leur parcours, dans l'établissement, cela pour soutenir une participation la plus efficiente possible. On est là pour les accompagner dans les gestes de la vie quotidienne, pour leur donner du bien-être, du bon soin, être bienveillant avec eux et leur apporter tout ce qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Oui, avec la voiture. C'est papa qui viendra te chercher. Papa. Ah. Oui. En septembre. En septembre, il faut attendre. Attendre. Hein? Oui. Oui, on fera la fête, oui. Son anniversaire. La prise en charge, que ce soit chez les polyhandicapés ou chez les personnes autistes, au niveau infirmier, on a des manifestations qui sont assez communes, notamment pour déceler tout ce qui est douleur. On a souvent des troubles du comportement, mais en fait, ce qui est essentiel par rapport à notre métier, c'est surtout d'être à l'écoute de l'équipe qui, elle, est sur le terrain toute la journée. Donc c'est essentiel de travailler ensemble. C'est pas les résidents qui s'adaptent à nous, c'est nous qui devons nous adapter aux résidents. Peut-être parce qu'ils voient. Nous, on est du Lot, on est de Cahors. On n'a rien trouvé dans le département du Lot. Et donc, on est venu ici. Alors, mes premières impressions sont très bonnes. J'ai été ravie. Je ne pensais pas du tout trouver une structure avec tant de qualité humaine, parce que c'est ce qu'on recherche quand on est parent. Pour accueillir nos enfants, on recherche de la bienveillance, on recherche des personnes à l'écoute. Et c'est ce qu'on a trouvé ici. On a trouvé des personnes qui au-delà de l'handicap ou du polyhandicap, s'occupent du bien-être de la personne. Je ne pensais pas qu'il s'adapterait ailleurs qu'à la maison. On avait fait un cocon autour de lui et on s'était dit qu'en dehors de ce cocon, Franck serait perdu. Il est content, il sourit, il tape des mains et il fait des câlins aux personnes qui s'occupent de lui. Tom Cruise, on le voit à la télé. Hein. C'est lui. Ah oui, c'est lui. Ah ouais. C'est lui, là, Oh là là, regardez encore d'autres photos. Par rapport à la constitution des groupes de vie, nous essayons de maintenir des repères humains et de constituer des groupes de vie qui respectent le rythme de chacun. Les repas sont préparés sur place et livrés sur chaque lieu de vie. Ce métier, on le fait parce qu'on aime ce métier. On aime rendre service à ces personnes-là qui n'ont rien demandé, qui ont besoin de vivre aussi. T'as vu ? Ils n'ont pas eu les codes qu'ils auraient dû avoir dû à leur pathologie. Et ça fait partie de notre travail, de leur projet de vie, de notre projet de vie, d'accompagner dans toutes circonstances. Moi, je suis très surprise en fait de l'adaptabilité de nos résidents. Parce qu'on a eu la crise sanitaire qui n'a pas été simple, les confinements, les cas de Covid, les cas d'isolement qui ont été très durs pour eux et finalement ils sont d'une adaptabilité incroyable plus que nous, quoi. Effectivement, il y a du turnover, il y a du manque de personnel. Moi je l'ai vu effectivement sur d'autres structures aussi.
Et assez régulièrement, effectivement, c'est compliqué pour le résident d'avoir des nouveaux personnels. Il faut qu'il s'adapte à nouveau, il faut qu'il fasse connaissance et à peine le résident a le temps de faire connaissance avec ce nouveau personnel qu'il y en a un autre. Je trouve que c'est bien le centre pour femmes, c'est vivant, oui, je le sens heureux. Je le sens heureux, c'est ce qu'on demande, voilà. Ça soulage les parents et tout. Ce qu'on demande, ça va revenir, mais retrouver les parents, faire des réunions, avant on faisait des fêtes, maintenant on ne fait plus rien avec le confinement. Et ça nous a vraiment perturbés. Alors la place des familles dans l'établissement, d'abord elle est historique, puisque c'est suite à un engagement fort des familles que l'établissement a pu voir le jour. Ensuite, elle est partenariale, puisque cette place de partenaire se fait au quotidien, dans un esprit de convivialité et de respect mutuel. C'est aussi une volonté forte de pouvoir inviter à partager avec nous sur différentes instances, que ce soit le conseil des parents, le conseil de la vie sociale, d'associer également les familles lors du projet d'accompagnement personnalisé. Il est vrai aussi que la crise sanitaire nous a pas mal éloignés des liens finalement avec les familles et puis aussi parfois au niveau de l'extérieur d'une manière globale. Moi je crois que c'est l'enjeu d'aujourd'hui, après cette crise sanitaire, de faire en sorte que nous soyons dans un projet de vivre ensemble et faire que tout le monde ait sa place au bénéfice des personnes accompagnées. Tu fais où tu veux. Il faut vraiment remercier tout le personnel soignant parce que c'est un travail énorme. Soucieuse de préserver et sécuriser son fonctionnement face à une réglementation toujours plus contraignante et afin de répondre aux nouveaux enjeux d'une société en mutation, l'association fait le choix en mars 2019 de se transformer en fondation, la fondation Optéo. Alors la transformation en fondation s'est accompagnée de la création d'une association des Amis de la Fondation, qui a pris le relais sur tout ce qui concernait l'action familiale, la défense des droits. Donc on a aujourd'hui deux entités, la Fondation qui a sur le côté plutôt gestionnaire et l'association des Amis de la Fondation qui est sur le côté action familiale, défense des droits. En 2016, des rénovations sont envisagées sur les parties sanitaires de la masse Chambert. Mais finalement, un projet d'aménagement plus global est lancé dès 2019. La contrainte principale qu'on s'est donnée, qu'on s'est fixée, c'était de maintenir l'activité dans l'établissement pour le pôle polyhandicap. On a décidé de reconstruire un nouveau bâtiment qui accueillerait à la fois le pôle soins, qui est un peu disséminé et mieux structuré, qui accueillerait l'administration et cette fameuse salle polyvalente qui est destinée à accueillir toutes les manifestations qui regroupent l'ensemble des résidents. Sur cette première tranche de travaux, une liaison couverte est aussi établie entre les sections polyhandicap et autisme. À l'étage, prennent place les bureaux administratifs et une salle de réunion. Et le fait de construire ce nouveau bâtiment nous a permis de libérer les locaux de l'administration. Également, on a profité pour restructurer, mettre aux normes la cuisine avec une restauration sur place. Et ces locaux libérés nous permettaient de créer une nouvelle unité de vie. Cette nouvelle tranche de travaux est lancée en 2021 pour s'achever en juin 2022. Au menu de ce programme, chambres individuelles et aides techniques avec rails de transport. Comme on n'a pas modifié la charpente ni la couverture, en fait on s'est aperçu qu'il était impossible de mettre les rails en plafond et puisque la charpente actuelle ne le supportait pas le poids. Donc il a fallu qu'on trouve d'autres solutions et on a mis en place en fait des portiques. On a 2 portiques dans chaque chambre qui permettent en fait de suspendre le rail, mais qui lui du coup est posé au sol. Il y a un premier là, donc avec une sorte de poteau, une poutre à notre poteau. Voilà, et on a la même chose de ce côté avec notre système, un poteau, une poutre et ça redescend. Et en fait ça permet d'avoir cet élément là qui est mobile. Et ici également, qui circule de part et d'autre. C'est quand même une opération d'investissement très lourde, qui représente un budget de 5,5 millions d'euros. Et on a pu le financer avec l'accord de l'ARS en utilisant des excédents de crédit qu'on avait dans l'Aveyron. Donc c'est-à-dire que ça a été la solidarité interdépartementale qui était issue de la fusion de nos 2 associations a été très utile pour ce projet.
Ça permet, je dirais, au niveau de la représentation, de se dire que, oui, il y a une masse et non pas deux services distincts. Moi, quand je suis arrivée, ça a fonctionné par unité. Il y avait 4 unités avec des couleurs. À la fin des travaux, il y aura 3 lieux de vie, donc lieu de vie 1, lieu de vie 2, lieu de vie 3 et les pavillons autistes, lieu de vie 4 et lieu de vie 5. Les travaux ont permis de faire un agrandissement de l'établissement et pouvoir permettre aux résidents de se promener autant le jour que la nuit. Sur le secteur des autistes, de pouvoir circuler entre les 3 petites maisons sans forcément sortir à l'extérieur. Les travaux qui sont en cours, moi je trouve ça plutôt bien parce que ça donne quand même un côté moderne, parce que la masse ça fait depuis 1995 qu'elle a été construite, donc il y a quand même ce besoin de modernisation. Après je pense que ça sera aussi à nous, avec les résidents, de continuer à garder ce lien un peu famille, de donner un peu de vie à cet établissement. On s'est déjà organisé lors de réunions particulière donc pour la répartition du personnel sur chaque lieu de vie et des résidents. Ce dont on aspire, c'est donc autour des besoins du résident, c'est de créer à un moment donné quelque chose de pérenne. Dès le mois de juillet, nous attaquerons donc le réaménagement de la 2e unité qui va être libérée par le transfert des personnes qui résidaient dans celle-ci. Ça va durer à peu près 9 mois et l'autre unité après à réaménager, toujours par le même principe d'opération tiroir, devrait ramener une fin de travaux en 2023. Alors essentiellement, ces travaux permettent de passer d'une logique à une autre. Au regard de l'histoire de l'établissement, c'est vrai que de prime abord, il était plutôt dédié aux personnes en situation de polyhandicap. Ensuite, il y a eu l'unité, les pavillons qui étaient plus consacrés aux personnes porteurs d'autisme. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une réelle entité qui est tournée plus vers l'accompagnement des personnes, quelles qu'elles soient. Et en ce sens, il y a des nouveaux espaces qui permettent de venir offrir d'autres prestations. Je pense aux activités, je pense aussi aux organisations à déployer pour que tous les professionnels puissent accompagner les résidents autant au sein de l'établissement que vers l'extérieur. Alors il ne s'agit pas seulement de travaux, mais c'est une véritable renaissance pour cette masse. Au final, on a un projet qui non seulement est un projet modernisé de masse, mais également ça nous permet d'aller dans les questions de dynamique de l'établissement et d'adaptation aux besoins des résidents. Donc je pense que ça positionne le travail dans cette masse dans une perspective intéressante et ça nous permettra de voir à 15-20 ans un accueil de qualité.